Bien, bonjour. Nous sommes toujours dans le thème 4, la Première Guerre mondiale, le suicide de l'Europe et la fin des empires européens. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui dans une deuxième leçon aux sociétés en guerre, des civils acteurs et victimes de la guerre. Alors nous verrons dans cette deuxième leçon que la Première Guerre mondiale a profondément mobilisé et impacté les sociétés. On parle d'ailleurs à propos de cette guerre de guerre totale. C'est la première fois qu'on emploie ce terme, hein, de guerre totale, parce que ne sont pas avant les guerres ne mobilisaient finalement que les soldats, alors que là ce sont tous les secteurs d'une société qui vont être mobilisés, hein, donc l'économie, ce qu'on va appeler l'arrière, hein, par opposition avec l'avant. L'avant, c'est là où les soldats se battent, hein, au niveau du front. Donc l'arrière va être mobilisé, mais on va mobiliser également la presse, on va mobiliser euh, tous les secteurs d'une société afin que tout le pays soit tourné vers la victoire. Alors dans un grand 1, on va s'intéresser à la mobilisation de ces sociétés et les conséquences de cette mobilisation. Donc, à propos de cette Première Guerre mondiale, on peut noter que chaque gouvernement va très rapidement, une fois que l'entrée en guerre est proclamée, chaque gouvernement va légiférer, c'est-à-dire produire des lois, hein, créer des lois, pour pouvoir mobiliser efficacement le pays. Alors, l'un de ces exemples le plus célèbre, c'est le Royaume-Uni, où va être 4 jours après la déclaration de la guerre, en août 1914, va être votée une loi de défense du Royaume-Uni. Alors, c'est une loi qui est très intéressante parce qu'elle va donner un pouvoir inédit pour intervenir dans la vie des gens, avec des interventions dans la vie quotidienne des gens qui portent sur de très nombreux points, hein. Donc, par exemple, le gouvernement britannique, grâce à cette loi, peut réquisitionner des bâtiments ou des terrains dont il a besoin pour l'effort de guerre sans que les gens puissent s'y opposer. Le gouvernement britannique peut censurer immédiatement les journaux qui auraient des propos défaitistes ou qui n'iraient pas dans le sens de l'effort patriotique. Immédiatement, le gouvernement britannique va faire enfermer, là c'est pas peu, mais va faire enfermer les militants anti-guerre. Il va les mettre en prison. Donc tous ceux qui sont pacifistes et qui appellent à une autre solution peut-être que la guerre, eh bien on va les mettre en prison. Puis un certain nombre de mesures qui peuvent vous paraître un peu ridicules, mais qui trouvent leur sens, hein, vont à cette époque vont être votées également, comme par exemple l'interdiction aux Anglais de posséder un certain nombre d'objets, comme des jumelles, qui peuvent être peut-être vues comme une possibilité d'espionner, je ne sais pas, des installations militaires, par exemple. Il va être interdit de pratiquer, par exemple, des feux d'artifice ou des cerfs-volants, tout simplement, parce que, encore une fois, certainement que ça doit avoir un aspect gênant pour de près ou de loin à l'effort de guerre. Et puis, le gouvernement britannique, toujours par cette loi de défense du royaume, va prendre une mesure qui va toucher un certain nombre d'Anglais, c'est de, par exemple, de restreindre les horaires d'ouverture des pubs, qui sont, vous savez, pour les Anglais, une grande tradition. Eh bien, la consommation d'alcool va ainsi être limitée pour faire en sorte que les Anglais restent focus, mobilisés sur l'effort qui doit être fait pour l'emporter. Alors, à côté de la mobilisation militaire, qui évidemment est extrêmement importante, hein, pour la France, je rappelle, 8 millions de soldats seront appelés à se battre pendant la Première Guerre mondiale et environ 6 millions pour les Britanniques. Il y a évidemment un soldat, il peut pas se battre s'il a le ventre vide, il peut pas se battre s'il a pas d'armes, il peut pas se battre s'il a pas de munitions. Donc, il y a également une très forte mobilisation de l'économie. C'est ce qu'on va appeler également la mobilisation du front domestique ou ce dont je vous parlais tout à l'heure, une mobilisation du front arrière ou de l'arrière, tout simplement. Euh, on peut remarquer, par exemple, que dans tous les pays, eh bien, que ce soit l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis, quoi, les États-Unis dans un degré moindre, ça viendra un peu plus tard, mais en tout cas pour les trois premiers pays, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, si vous regardez ce graphique qui nous montre la part des dépenses publiques dans le revenu national, eh bien, on voit une explosion des dépenses publiques dans le revenu national à partir de 1914, hein, surtout de de cette période-là, hein, on voit que, alors ça commence dès 1914 parce que les pays
sans devenir la guerre. Donc, ils commencent à augmenter leurs dépenses publiques hein, pour se préparer à la guerre. Mais vous voyez que, par contre, la croissance est très forte à partir de la moitié de l'année 1914, la fin 1914. Donc, il y a une explosion de la part des dépenses publiques. C'est-à-dire que les États vont dépenser énormément d'argent pour ben, acheter des armes, acheter des munitions, acheter des équipements, acheter de la nourriture. Et donc pour satisfaire ces dépenses publiques, eh bien l'État, pour trouver de l'argent, il a deux moyens principaux. C'est tout simplement les impôts que payent les Français, par exemple, qui contribuent donc aux dépenses publiques. Donc ça peut être une solution d'augmenter les impôts, mais vous savez qu'on ne peut pas les augmenter indéfiniment parce qu'à la fin, bah, vous risquez de provoquer une révolte de votre peuple qui ne pourra plus supporter le poids des impôts dans leur vie quotidienne. Ou bien les États peuvent également financer leurs dépenses publiques en procédant à des emprunts. Donc, ce qui va par contre accroître ce qu'on appelle la dette, c'est-à-dire que les dépenses de l'État vont être supérieures à ses recettes, donc l'État va se retrouver endetté. Ça doit vous faire écho avec des choses de l'actualité, puisque vous savez que pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et les difficultés économiques, l'État français a emprunté des centaines de milliards d'euros sur les marchés internationaux de la dette, ce qui fait que la France doit rembourser d'énormes sommes, plusieurs milliers plus de 2000 milliards d'euros de dette. Donc, ces emprunts, eh bien, les alliés, la France, l'Angleterre, vont les faire surtout auprès des États-Unis, hein. Mais chaque pays va également emprunter de l'argent à son peuple. Attention, ce n'est pas, c'est différent des impôts, hein. Les impôts, vous donnez de l'argent à votre pays en fonction de vos revenus, alors qu'un emprunt public, c'est pour vous donner un ordre d'exemple, ce qui existe aujourd'hui qui s'appelle le livret A, hein, vous en avez peut-être un ou vos parents en ont certainement un, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à l'État qui en échange vous rémunère l'argent que vous lui prêtez. Donc deux moyens d'augmenter les dépenses de l'État pour financer l'effort de guerre. Donc il y a de nombreuses campagnes hein, qui sont affichées dans les villes de France pour inciter, ou de France, d'Angleterre, d'Allemagne ou d'Italie ou d'ailleurs, pour inciter les populations locales, par instinct patriotique, à prêter leur argent pour financer l'effort de guerre. On va inciter aussi des fois les populations à fournir tous leurs objets en métal qu'elles peuvent avoir pour les faire fondre et pour pouvoir fabriquer des canons, etc. Et encore une fois contribuer à l'effort de guerre. Donc, on incite également les citoyens à économiser au maximum dans leur vie quotidienne leurs ressources, hein, donc de ne pas trop gaspiller les ressources. De nombreux produits vont être rationnés, notamment pour limiter la hausse des prix. Je pense notamment au charbon, aux céréales. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus consommer du charbon. À l'époque, les gens se chauffaient au charbon essentiellement. Vous ne pouvez plus. Vous avez une quantité de charbon qui vous est attribuée, vous ne pouvez pas chauffer votre maison comme vous le souhaitez, donc il faut faire des économies. Tout le monde est incité à économiser, que ce soit la nourriture, l'énergie, puisque l'essentiel doit aller au ravitaillement des troupes, c'est-à-dire à l'effort de guerre. Plus que depuis la fin 1914, hein, les hommes politiques des divers États qui sont entrés dans la guerre ont bien compris que la guerre elle allait être longue et qu'il fallait qu'il allait être nécessaire donc de pouvoir ravitailler régulièrement les armées. Ça devient vraiment l'enjeu principal, hein, de faire en sorte que les soldats soient ravitaillés, et alors que les demandes sont toujours plus croissantes. Donc il faut leur fournir à ces soldats, bah, évidemment de la nourriture, hein, des armes, des munitions, des équipements, et ces demandes doivent être satisfaites. Donc pour les satisfaire, il faut mobiliser toute l'économie. C'est indispensable. Alors très rapidement, pour satisfaire les demandes toujours croissantes des armées, les États en guerre doivent mettre en place une véritable économie de guerre. Et vous avez ici un tableau qui vous montre la production annuelle des usines Renault sur la période de la guerre, hein, avec en 2 années
de bornes chronologiques, l'année 1914, l'entrée en guerre, l'année 1918, la fin de la guerre. Et on voit ici que le rôle de l'État va être essentiel dans le fait qu'il va obliger donc des entreprises nationales à convertir leur production. Si je prends par exemple les usines Renault, eh bien vous voyez que l'objectif normalement des usines Renault à l'origine, c'est de produire surtout des voitures, mais aussi de 1484 qui sortaient en 1914. Euh, et aussi quelques camions 164 en 1914. Par contre, vous pouvez vous apercevoir qu'entre 1914 et 1918, la production de voitures est divisée par 3. Par contre, celle de camions a été multipliée par 10. Normal, les camions servent à transporter les troupes. Et vous voyez qu'il y a des nouveautés qui apparaissent. Les usines Renault sont transformées en quoi? Eh bien, si vous produisez des voitures, ben, finalement, ou des camions, c'est pas si compliqué de produire des chars. On va en produire 750. Les moteurs d'avion, puisqu'on sait produire des moteurs pour les camions, pour les voitures, eh bien, on va en produire pour les avions. Les obus, là, 2 millions d'obus qui sont produits pour les calibres 75 et 155. Les usines, on voit que leurs superficies ont triplé. Le nombre d'ouvriers ont été multipliés par 3,5, dont, on en reparlera un peu plus tard, un pourcentage de femmes qui a été multiplié par près de 8 ou 9, puisqu'on est passé d'à peine 3,8% d'ouvrières en 1914 à près de une ouvrière pour 2 ouvriers en 1918. Donc on a bien ici un exemple hein, de ce que peut être une économie de guerre, c'est-à-dire que des entreprises qui normalement sont habitées par ce qu'on appelle le libéralisme économique, eh bien là, l'État intervient dans ces entreprises, lui il leur donne des directives, des ordres hein, qu'il faut suivre. Donc le rôle de l'État est ici essentiel hein, et on n'a plus une économie totalement libérale, hein. On a ce qu'on appelle une économie mixte, c'est-à-dire qu'on continue à avoir des entreprises qui sont fondées sur le libéralisme, mais où l'État joue un peu le rôle de guide et même parfois donne des directives à suivre de façon obligatoire. Alors là, vous avez l'exemple en France, mais par exemple au Royaume-Uni, une loi a été votée qui permet à l'État de prendre possession de n'importe quelle entreprise, qu'importe à qui elle appartient. Si l'État juge que c'est une entreprise indispensable à l'effort de guerre, l'État peut en prendre possession. Alors, on voit que l'effectif des travailleurs chez Renault a été multiplié par 3,5. La question de la main-d'œuvre va être une question évidemment essentielle, hein, puisque il va falloir faire en sorte que ben, la main-d'œuvre ne manque jamais en nombre hein, pour pouvoir ben, justement assurer tout l'approvisionnement des troupes qui sont au front. Et le problème se pose, si vous vous rappelez des chiffres, je vous ai dit que 8 millions de jeunes Français vont servir sous les drapeaux pendant la guerre 14-18. Eh bien, ces 8 millions d'hommes vont manquer à l'arrière et l'État va se faire fort de les remplacer. Et donc, vous avez l'illustration ici avec le travail des femmes, par exemple, dans les usines Renault, puisqu'on voit que leur effectif a été largement multiplié, puisqu'elle représentait à peine 3,8% en 1914 de l'effectif total, qui n'était que de 6 000 à peu près ouvriers, alors qu'en 1918, elle représente à peu près 7 000 ouvrières, ce qui est évidemment très important. Et cet effort de guerre concernant la main-d'œuvre va se retrouver dans tous les secteurs de l'économie où, vous le savez, vous en avez déjà entendu parler, j'espère, les femmes vont être appelées dans de nombreux secteurs à remplacer les hommes, au moins le temps du conflit. Alors ici, vous avez deux affiches hein, qui illustrent ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce qu'on appelle comment dire, dans l'économie de guerre, comment on incite les populations à se montrer solidaires avec l'effort de guerre, hein. Donc ici, l'affiche de gauche s'adresse à des Français, bien sûr, et notamment des Françaises, hein, on les incite à souscrire à l'emprunt national, hein. Donc ce que je vous disais, prêter de l'argent à l'État pour qu'ils puissent acheter des armes, des équipements pour les soldats. Et ici, vous avez une affiche qui avait été publiée en Angleterre, coal, c'est-à-dire le charbon, hein. Donc, on incite justement à faire des économies sur la consommation du charbon.